Bonjour Denis Cambouchner. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cet entretien pour le Cercle Critique. Je vous en prie. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un livre que vous avez écrit, qui est sorti en 2015, qui s'appelle Descartes n'a pas dit. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est que à l'ouverture, on s'attendrait à un inventaire des préjugés, des lieux communs qui circulent sur Descartes, et en quelque sorte une dénonciation d'intellectuels contre ces truismes. Henri Xaver de ce livre se situe bien plus dans un entre-deux, entre une présentation de la pensée cartésienne qui soit accessible, claire, et un commentaire bien plus érudit de cette pensée, justement. Quelle a été l'idée directrice de la rédaction de ce livre? Écoutez, je pense que l'idée directrice est assez explicite. Effectivement, c'était intéressant de faire quelque chose qui se situe un peu dans l'entre-deux que vous décrivez, parce que assez généralement, on a une distinction entre des ouvrages de présentation un peu élémentaires, soit à destination des scolaires, soit même à destination des étudiants, mais qui ne résistent pas toujours à la tentation de la simplification, et puis d'un autre côté, des études savantes dont l'ensemble des destinataires est assez, lectorat, et par définition, assez circonscrit. Et personnellement, je trouve cette division dommageable. En ce qui concerne, je ne dis pas qu'elle ne soit pas fondée, bien entendu, on a besoin d'études hyper pointues, et on a besoin de présentations plus pédagogiques. On peut écrire sur un même auteur pour divers publics et selon les publics auxquels on s'adresse, on ne s'y prend pas de la même façon, mais tout de même, il y a une sorte d'étanchéité assez fréquente entre les deux catégories, qui ne me paraît pas en soi une bonne chose. C'est-à-dire, les ouvrages de présentation ne doivent pas se dispenser d'être réellement savants, et les ouvrages savants ne doivent pas se dispenser d'être pédagogiques. Oui. Et j'observe que la pédagogie dans les ouvrages savants, c'est quelque chose qui allait de soi dans la grande tradition, par exemple, des commentateurs de la première moitié du XXe siècle, des gens, pour en rester aux études cartésiennes, des gens comme Étienne Gilson, Henri Bouillet, Jean Laporte, écrivaient admirablement. C'était des maîtres de l'exposition. Et je trouve que beaucoup d'études proprement universitaires aujourd'hui se dispensent un peu de cet art de l'exposition ou l'ignorent. Beaucoup, pas toutes, mais beaucoup. Cela dit, il y a un autre aspect de la question qui est la nature des erreurs qu'on commet sur Descartes. Bien entendu, Descartes est un philosophe de grande réputation, y compris auprès des gens qui n'ont pas fait d'études, mais qui savent que Descartes existe. Et quand on l'a un petit peu fréquenté en classe de terminale, par exemple, on en a retenu des bribes. Je pense donc je suis, le doute, l'ambition de se rendre, on oublie le comme, maître et possesseur de la nature, des choses comme ça, donc j'imagine reparler. Mais évidemment, ce sont des éléments assez simplifiés, et la sursaturation scolaire ne contribue pas à contrarier cette tendance à la simplification. Mais des professionnels, y compris des interprètes de Descartes, ne résistent pas non plus toujours à la tentation de la simplification. Il arrive assez peu souvent
qu'on lise Descartes avec la minutie que son écriture exige. Lui-même d'ailleurs était conscient de la chose. Il disait je ne pense pas, même à propos du traité des passions de l'âme, son dernier ouvrage de 1649, il disait je ne pense pas que ce traité aura une meilleure fortune que les autres écrits, parce que, bon, il est écrit en français, il est destiné à plus de monde que les savants, mais mes paroles paraissant assez faciles, on ne s'attarde pas à considérer tout ce qu'elles contiennent. Et comme on ne s'attarde pas à considérer tout ce qu'elles contiennent, comme il écrit aussi la vérité étant indivisible, la moindre chose qu'on en ôte la falsifie, la corrompt, eh bien on tombe à côté de ce qu'il entendait. Donc Descartes est quelqu'un qui demande un art de lire, qui déploie un art d'écrire et qui demande un art de lire. Et l'art de lire n'est pas toujours au rendez-vous. Donc les préjugés auxquels je m'attaque ne sont effectivement pas seulement ceux des profanes, du grand public, c'est aussi en partie ceux de philosophes professionnels, historiens de la philosophie quelquefois, qui ne prêteraient aux énoncés cartésiens, en l'occurrence, qu'une attention un peu distraite, là où il faut entrer dans le détail. Alors, justement, passons à Descartes. Pourriez-vous nous présenter un petit peu le personnage, son contexte historique, ses influences, peut-être son rapport à la scolastique, en définissant rapidement, si c'est possible, ce qu'est la scolastique. Vaste tâche. Très vaste. Vous savez que Descartes naît en 1596, donc sous Henri IV, dans un bourg de Touraine. Descartes est un enfant de ce qu'on appelle la noblesse de robe. Son père était conseiller au Parlement de Bretagne, son oncle président d'un des tribunaux de Poitiers. Et Descartes s'est d'ailleurs d'abord affecté de se destiner à une carrière juridique, puisqu'il a passé sa licence en droit en 1616 à Poitiers. Avant cela, il a été un brillant élève du collège jésuite de la Flèche, qui venait de l'ouvrir d'ailleurs au début du XVIIe siècle, et il a bénéficié de ce système d'enseignement extrêmement perfectionné que les jésuites avaient mis en place à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Il faut insister sur le caractère à la fois très perfectionné de cette formation intellectuelle et sur la relative ouverture intellectuelle de la culture jésuite. Il semble que la découverte par Galilée, avec sa lunette astronomique des satellites de Jupiter, il donnait lieu à la Flèche était connu des enseignements de la Flèche répercutés, et qu'elle ait donné lieu à une sorte de cérémonie. Descartes dit, Madame Rodis Lewis, sa biographe, peut avoir participé, peut-être en 1610-1611, à la confection d'un recueil de poèmes à la mémoire d'Henri IV, où se trouve un sonnet en français célébrant la récente découverte par Galilée des satellites de Jupiter. Donc la science jésuite est une science relativement ouverte, mais en même temps, dans l'Europe savante, et dans ce qui commence à s'appeler la République des lettres, eh bien, il y a une vaste aspiration, comme vous savez, à un grand renouvellement de la science, des lettres, des arts, et bien entendu l'option relativement conservatrice malgré tout, qui
régie, l'enseignement des jésuites ne pouvait pas satisfaire un esprit tel que lui. On est assez mal renseigné sur ses lectures de jeunesse, mais il est certain que après la sortie du collège, c'est-à-dire on suppose en 1615, il s'est inscrit en droit à Poitiers, a passé des études assez minimales en réalité, le baccalauréat et la licence en droit en même temps. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a quitté la France et ont commencé des années de voyage qui l'ont mené en Hollande, en Allemagne, en Italie. Et ça jusqu'au... enfin bien pendant 2 ou 3 ans. Je n'ai pas peux pas calculer à l'instant, mais enfin, il est parti en 1618 et il est rentré en 1621, pour repartir d'ailleurs ensuite pour un voyage de 18 mois en Italie dont on ne sait pas grand-chose. Et ce sont des faits assez bien connus, mais c'est au cours de ces premiers mois en Hollande, alors qu'il fréquentait l'armée du grand capitaine Maurice de Nassau, et qu'il a un peu appris la carrière des armes, là, qu'il a rencontré Descartes, donc ce personnage, se présentant lui-même comme physico-mathématicien, qui s'appelait Isaac Beckmann, qui était un peu plus âgé que lui, et qui lui a fait connaître, plus précisément que ce n'était le cas à la Flèche, la nouvelle science, en gros galiléenne, l'usage des mathématiques en physique. On peut aussi dire qu'elle est de tradition archimédienne. Et là, il y a eu le réveil de la vocation de Descartes, dont on ne sait pas ce qu'il comptait exactement faire de lui auparavant, mais il se met à écrire un Beckmann, avec qui une amitié intense le lie avant qu'il rompe 2 années après. Il se met à écrire un Beckmann, en disant voilà, je travaille sur une solution des équations du 3e degré, je travaille sur au niveau maximal de généralité, enfin dit-il en substance, et si Dieu le veut, je mettrai entièrement en ordre cette science. Et donc il y a un vrai élan intellectuel de Descartes dans cette période, de laquelle datent aussi les fameux rêves de novembre 1619, qui le confirment dans sa vocation, et qui sont eux-mêmes ont lieu précisément au moment où il est censé, d'après le récit qu'il donne dans le discours de la méthode, sans du tout d'ailleurs faire allusion à Beckmann, le discours de la méthode ne parle pas de Beckmann, c'est le moment où il est censé, d'après le récit du discours, découvrir sa méthode dans le poêle, la maison chauffée d'un poêle en Bavière, et se donner une morale par provision. Donc, pour revenir à votre question, il y a évidemment une grande émancipation de Descartes par rapport au cadre intellectuel dans lequel, tout de même relativement ouvert, dans lequel il a été instruit, mais de toute manière, il y a un décalage entre l'enseignement des écoles, avec son côté conservateur, c'est-à-dire, par exemple, en philosophie, à la fin du cursus secondaire, à la fin des 3 dernières années du cursus du collège, les jésuites considèrent qu'on doit écrire, enfin c'est prescrit, on doit enseigner la philosophie d'Aristote dans l'interprétation qu'en a donnée Thomas d'Aquin. En pratique, c'est plus compliqué parce que les jésuites ont rédigé des tas de manuels, des traités de métaphysique, Francisco Suarez, dans les dernières années du XVIe siècle, qui est un penseur considérable, et en pratique,
un degré assez appréciable de liberté par rapport à la problématique aristotélicienne et par rapport même à l'interpellation humaine. Mais théoriquement, le cadre donné reste assez rigide et il y a un décalage manifeste entre ce système d'enseignement et puis ce qui, en dehors des écoles, occupe les esprits, particulièrement en sciences, puisque c'est effectivement l'époque des premières découvertes de Galilée. Ça suit la formulation du système astronomique de Copernic. Francis Bacon, dans ces années-là, jette les bases d'une nouvelle méthode scientifique, expérimentale. William Harvey va découvrir la circulation du sang, et donc tout ça est très grande effervescence, d'où la volonté cartésienne de rompre malgré tout avec le cadre intellectuel dans lequel il a été instruit, et de faire du neuf, de l'encore plus neuf que tous les autres. D'accord. Alors, par rapport à la scolastique, oui. On entend souvent ce gros mot. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu ce que c'est que la scolastique, et justement, dans quelle mesure est-il en rupture Descartes avec la scolastique, et dans quelle mesure il reprend cette scolastique à son compte? Écoutez, c'est une question compliquée. La scolastique, ce qu'on appelle toujours un peu péjorativement la scolastique, c'est la philosophie qu'on enseigne dans les écoles tenues par les congrégations ecclésiastiques. Donc, c'est une philosophie chrétienne, bien sûr, dont les débuts se situent au XIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'Occident chrétien redécouvre ou découvre pour de bon toute une série de traités d'Aristote, transmis, comme vous le savez, en particulier par les traducteurs arabes. Et Aristote s'impose progressivement comme l'auteur de référence en matière de philosophie, comme par exemple Galien est l'auteur de référence en matière de médecine, comme il y a des auteurs de référence en matière juridique, bon, il y a une sorte de... vous avez d'une part les Saintes Écritures et les pères de l'Église, la tradition doctrinale qui s'y rapporte, et puis vous avez d'autre part, dans ces matières humaines, ces grands auteurs dont il est acquis que la philosophie doit être l'étude. Alors c'est un processus très complexe, et il ne faut surtout pas le réduire au règne d'un nouveau conformisme intellectuel, parce que autour des écrits d'Aristote, il y a toute une effervescence de discussion en réalité. Et l'œuvre même de Thomas d'Aquin, qui est on considère comme le monument classique en matière de scolastique, notamment la somme théologique, le plus grand de ces traités, donc rédigé, dicté dans les années 1260, ça représente une œuvre de raisonnement absolument extraordinaire. Une vraie cathédrale de la discussion avec une acuité tout à fait extraordinaire, et ça mérite absolument d'être fréquenté. La scolastique n'a jamais été
une doctrine ou une philosophie figée. Il y a une culture de la discussion qui est absolument essentielle à la philosophie des écoles. La dispute est son exercice majeur. Hein. Quelqu'un comme Durkheim, d'ailleurs, dans son grand livre sur l'évolution pédagogique en France, qui est en fait une histoire de l'enseignement en France depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, s'attache à réhabiliter l'esprit de liberté qui est lié à la scolastique dans un contexte de développement général des universités, qui sont des espaces de liberté. Simplement, dans la scolastique, les questions sont très très répertoriées. Alors, il y a des grandes divisions dans la philosophie, la logique, la physique, la morale, philosophie éthique, la métaphysique qui est plutôt le couronnement des sciences philosophiques, et puis évidemment les doctrines scolastiques débordent sur la théologie, enfin, ce sont des points compliqués, variables selon les auteurs, mais dans chaque domaine, il s'agit toujours de reprendre la discussion sur des points répertoriés, plus ou moins directement mis en rapport avec les sources, les grands auteurs. Et c'est à alors ça aboutit à des traités extrêmement volumineux, dans lesquels le fait est qu'on ne sort pas de la discussion. Alors il y a une histoire extrêmement riche, qui a d'ailleurs dont l'exploration a connu des développements considérables dans les dernières décennies. Les études de philosophie médiévale se sont beaucoup développées et avec des résultats vraiment spectaculaires. Donc il ne s'agit surtout pas de mépriser cela, mais pour un Descartes, ça fait une masse considérable de discours dont l'utilité est problématique. Elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle parce que font les scolastiques? Ils font des distinctions. Énormément de distinctions, c'est leur métier. Et les distinctions ne sont jamais mauvaises. C'est toujours très intéressant, les distinctions. Et Descartes se réemploiera beaucoup de distinctions qui figurent dans les manuels scolastiques, et il ira même jusqu'à dire, c'est un des textes que j'aime le plus à citer, dans une lettre à un destinataire inconnu de septembre 1638, son correspondant lui demande où il doit, lui, le correspondant, envoyer son fils pour qu'il fasse ses études, et Descartes lui répond, écoutez, sûrement pas ici, en Hollande, hein, ici la philosophie ne s'enseigne que très mal, les professeurs ne font cours qu'une heure par jour et encore pas tous les jours, et mettez-le dans une école des jésuites. Je juge, je dois rendre cet honneur à mes maîtres. Bon, évidemment, ensuite, il faut, dit-il, se libérer de ça et élever son esprit au-dessus de la pédanterie, mais pour ma part, je juge qu'il n'y a pas d'endroit au monde où la philosophie s'enseigne mieux qu'à la Flèche. Donc, il ne faut pas simplifier cette affaire-là. Il y a à la fois la conscience d'une dette, la conscience d'une formation intellectuelle qui a été effective, et puis l'idée que le programme de la philosophie de l'avenir ne peut plus être du tout celui qui a été enseigné. Et vous développez d'ailleurs cette question dans le premier chapitre. Tout à fait. C'est d'entrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Et vous nous parliez des lycéens. Les lycéens, leur introduction un peu laborieuse à la pensée cartésienne. Et souvent au lycée, on va lire le discours de la méthode. Oui.
pense que nos éditeurs aimeraient bien savoir qu'est-ce que c'est que cette méthode, à quoi sert-elle en fait surtout, pourquoi écrire ce discours de la méthode. Oui, le discours de la méthode, on l'enseigne au lycée depuis 1832. Je vérifiais hier, Victor Cousin avait fait adopter le gouvernement de l'époque, donc sous Philippe, notamment par le ministre Guizot, un programme de philosophie, un nouveau programme de Victor Cousin qui a été à l'époque le grand éditeur de Descartes, un programme de philosophie, le premier programme de philosophie en français pour les classes terminales, dans lequel figurait, outre quelques rudiments sur la philosophie scolastique, enfin, il y avait une partie histoire de la philosophie, après la psychologie, la logique, la morale, la théodicée, la justification de la création, de l'œuvre divine, figurait une partie histoire de la philosophie avec donc quelques rudiments sur la scolastique, des éléments sur le grand prédécesseur de Descartes, Francis Bacon, des éléments sur la méthode cartésienne avec l'histoire, avec l'étude du discours de la méthode, et puis des éléments sur l'histoire des systèmes philosophiques après Descartes. Et c'est Victor Cousin qui a imposé l'étude du discours de la méthode séparée de ce dont, en fait, ce discours devait être la préface, puisque, comme vous le savez, le discours de la méthode est seulement la préface dans un volume publié sans nom d'auteur à Leyde en 1637. Donc préface à un volume qui comprend 3 essais, les essais de cette méthode, la dioptrique sur l'optique, la vision, les météores sur les phénomènes atmosphériques et la géométrie essentiellement sur les courbes et leur définition algébrique. C'est une erreur de détacher le discours de ce qu'il était destiné à introduire. D'autant que, si on cherche dans le discours de la méthode une définition de la méthode cartésienne, on y trouverait évidemment quelque chose. Il y a les célèbres 4 préceptes, mais ces choses sont présentées d'une manière extraordinairement elliptique. Descartes dit avoir été, dès le départ, indique que certaines considérations, réflexions le conduit à chercher une méthode pour se rendre capable de résoudre toutes sortes de questions. C'est dès le départ. Je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heures de bonheur, de bonne fortune, de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degré ma connaissance et de l'élever peu à peu, au plus haut point auquel la médiocrité, enfin, les qualités moyennes de mon esprit, coquetterie, et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre. Ça, c'est dans la première partie. Et dans la deuxième, nous avons... je pensais qu'il fallait que je déracine mes anciennes opinions, mais pas tout de suite. Il fallait d'abord que j'emploie assez de temps à faire le projet de l'ouvrage que j'entreprenais et à chercher la vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capable. Mais comment est-ce qu'on passe de cette décision aux préceptes de la méthode tels qu'ils sont donnés? Ça n'est pas indiqué. Enfin, il est indiqué où il ne s'agit pas de chercher, mais la production même de l'affinement de ces 4 préceptes n'est pas présenté comme tel. De quelle manière ces préceptes s'appliquent exactement à des questions déterminées?
ça n'est pas présenté non plus. On a seulement, dans les traités qui suivent, dans le traité des météores, un échantillon, un chapitre sur l'arc-en-ciel, qui est une des questions les plus difficiles qu'on puisse se poser en la matière. Et là-dessus, Descartes présent dit, voilà, là j'ai donné un échantillon de la méthode dont je me sers. Mais elle n'est pas, ça n'est pas très explicite. Hein. Les 4 préceptes de la méthode ont été, par exemple, jugés par Leibniz, un des grands successeurs de Descartes, comme extrêmement décevants. Leibniz dit, ça revient à ceci, prends ce qu'il faut, procède comme il convient, et tu obtiendras le résultat cherché. Bon, c'est un peu injuste. C'est un peu injuste parce que, malgré tout, les 4 préceptes sont des règles de la circonspection et de l'organisation dans les démarches de l'esprit, en quelque matière que ce soit. Alors, la méthode, Descartes propose sa méthode à un moment où, évidemment, les traités de méthode pour telle et telle science foisonnent depuis le XVIe siècle. Et depuis l'œuvre de Pierre de la Ramée, logicien, grammairien, parisien, assassiné lors de la Saint-Barthélemy, la méthode a été rajoutée dans les traités de logique, comme la 4e partie nécessaire du traité de logique. Donc là, il y a une atmosphère, évidemment, très propice à la recherche et à la proposition de méthode, et ça n'a pas pu ne pas toucher Descartes dès ses débuts, et d'ailleurs je parlais de ses premiers travaux, des échanges avec Isaac Beckman dans les années 1618-1619. Dès ses premiers travaux, sur des questions de physique ou de mathématiques, physico-mathématiques, la préoccupation de la méthode est assez sensible, avec la volonté de prendre les questions à leur plus haut degré de généralité et d'ordonner le traitement de ces questions. D'une manière générale, dans la méthode cartésienne, il y a 2 dimensions. Il y a la réflexion sur l'ordre dans lequel les questions doivent être traitées. Une question se divise en plusieurs autres et il faut les mettre en ordre, c'est-à-dire aussi qu'il faut mettre en ordre ce qui est en fait le premier traité cartésien de la méthode, le vrai, les règles pour la direction de l'esprit, composé d'un texte assez étrange à plusieurs égards, composé par Descartes, pense-t-on, au cours des années 1620, et puis un essai inachevé, et qu'il a gardé dans ses papiers jusqu'à sa mort. Donc, dans les règles pour la direction de l'esprit, les régulés, la méthode apparaît avec 2 dimensions. D'abord, elle est une discipline de l'ordre dans les questions, dans les opérations de l'esprit, et puis elle est une discipline de la présence de l'esprit à ses propres opérations. Donc, la méthode vous enseigne à tout bien vérifier, et puis la méthode vous permet d'inventer la manière de vous y prendre. Ce sont ces deux dimensions principales. Mais il faut ajouter que la méthode ne s'exerce pas absolument en toute matière indifféremment. Descartes insiste particulièrement au début des régulés sur le fait qu'elle doit s'appliquer d'abord dans des questions simples,
on apprend la méthode en s'intéressant d'abord à des questions élémentaires, dans lesquelles l'esprit peut se satisfaire entièrement, et ça n'est possible qu'en mathématiques, pour commencer. Et c'est seulement en s'étant d'abord exercé dans les questions mathématiques qu'on pourra ensuite s'intéresser à d'autres types de questions, ou à des questions relevant d'autres sciences, qu'on pourra d'une certaine manière réduire à des questions de mathématiques, apprendre à traiter comme des questions de mathématiques. Mais vous comprenez bien dans ces conditions que dans cette affaire, l'esprit commence par délimiter son domaine. Et que tous les problèmes qu'on peut se poser ne sont pas susceptibles au même degré d'un traitement méthodique. D'accord. Et alors cette méthode, justement, est-elle réductible au seul discours de la méthode, sachant qu'il y a un passage qui est assez marquant dans votre livre, je trouve, à la page 49, vous dites que l'expérience en matière de méthode est sujette à toute une capitalisation. Oui. Et vous citez la lettre à Mersenne du 20 avril 1637, où Descartes écrit que la méthode consiste plus en pratique qu'en théorie. Et ça va quand même plutôt contre ce qu'on a tendance à enseigner aux lycéens, ou même aux gens en licence, sur le discours de la méthode. Est-ce que vous pourriez un peu développer votre propos là-dessus? Oui, écoutez, en un sens, je ne ferai que revenir sur les choses que je viens d'évoquer. Le discours, dans le discours de la méthode, dit Descartes à son correspondant à Paris, le père Mersenne, Descartes était en Hollande, je n'entreprends pas d'exposer la méthode, de l'enseigner, mais seulement d'en dire quelque chose. Donc je donne des aperçus. Et le but dans le discours de la méthode, c'est de montrer que cette méthode existe et que c'est cette méthode qui a permis de traiter dans les essais, dans les traités qui suivent, de traiter un nombre considérable de questions. Descartes dit j'en ai traité 600. D'ailleurs, il y a à la fin un répertoire des questions traitées dans chaque chapitre, que ce soit dans la dioptrie, dans les météores ou dans la géométrie. Donc le discours vise à montrer que c'est grâce à cette méthode que Descartes a trouvé tout ce qu'il a trouvé, et y compris d'ailleurs des choses qui ne sont pas simplement dans les essais de la méthode, mais aussi dans les parties suivantes du discours de la méthode, et que donc l'application de cette méthode est potentiellement riche cette méthode est potentiellement riche d'applications considérables avec des résultats considérables. Donc il y a un côté, comme disait Henri Gouillet, prospectus dans le discours de la méthode. Bon. Mais il est évident que il n'y a pas de raison de refuser aux 4 préceptes de la deuxième, qui sont donnés dans la deuxième partie du discours, leur caractère essentiel. Il donne en quelque sorte un concept nucléaire de la méthode cartésienne. Mais pour autant que Descartes est effectivement l'homme d'une méthode, et alors certains critiques, notamment John Schuster, qui est un collègue qui enseigne en Australie, qui est un grand spécialiste des premières années de Descartes, des travaux scientifiques, considère que la méthode n'a jamais été c'est un fantôme, ça n'a jamais été qu'une manière pour quelqu'un de se faire valoir. Non, je ne crois pas. Même si la méthode cartésienne, dans son détail, n'est exposée nulle part, les essais qui suivent le discours sont méthodiques de part en part, de manière sensible. C'est-à-dire qu'on a affaire, évidemment, partout à une démarche extrêmement concertée.
Et il n'y a pas de raison de refuser aux premiers préceptes, aux 4 préceptes leur caractère central, nucléaire. Simplement, qu'est-ce qui a été l'application de la méthode dans les travaux cartésiens? Quelle a été la réalité de la méthode dans l'étendue de la méthode dans les démarches cartésiennes? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas exactement reconstituer, sauf en réfléchissant à la manière dont Descartes s'y est pris pour résoudre telle question, pour traiter tel problème, selon l'exposé qu'il en donne. Mais l'exposé n'est jamais, même s'agissant du développement sur l'arc-en-ciel dans les météores, ça n'est jamais expressément le protocole de l'application de règles déterminées. Et d'ailleurs, les règles dont il s'agit ne sont jamais susceptibles d'une simple application, elles appellent toujours une application réfléchie, une réflexion sur les conditions dans lesquelles on peut les appliquer. Et donc vous avez ça, c'est-à-dire quelque chose, oui, il y a une méthode cartésienne, mais non, elle n'est pas exposée intégralement où que ce soit. Dans ce discours de la méthode, il y a un passage obligé, c'est celui du cogito. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce cogito? Est-ce que c'est un simple outil méthodologique pour Descartes? Et, question un peu annexe, Descartes est-il vraiment l'inventeur du cogito? Ici encore, c'est un chapitre redoutable. Le cogito, il y a une question qui concerne ce qu'on appelle exactement le cogito. On est allé jusqu'à appeler le cogito le sujet méditant qui dit « je pense, je suis ». Mais c'est un abus de langage. Le cogito, ce n'est pas le nom d'un sujet, d'un esprit. Traditionnellement, c'est l'abréviation de la formule « je pense, donc je suis, cogito ergo sum » qui figure en effet en français dans le discours de la méthode, en latin dans les principes de la philosophie 1644 et en latin ou en français dans un certain nombre de textes de Descartes et même sous la plume de ses interlocuteurs. Le problème, c'est que si vous lisez les méditations métaphysiques qui sont publiées en latin en 1641 et avec une deuxième édition en 1642, en français en 1647, qui sont le texte majeur de la métaphysique philosophique première de Descartes, ce dont la 4e partie du discours de la méthode ne constitue une annonce, pas vague, mais une annonce. Si vous lisez les méditations métaphysiques, vous ne trouvez pas le « je pense donc je suis ». Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un protocole au début de la deuxième méditation où le sujet méditant trouve en effet que la proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois qu'il la prononce ou qu'il la conçoit en son esprit. Et donc par extension, c'est ce moment qu'on appelle le cogito. Mais il est assez difficile à caractériser, du moins il y a un problème qui consiste à savoir si la formule « je pense donc je suis » exprime exactement la même chose qui se passe dans la deuxième méditation. En gros, évidemment, dans le discours de la méthode, cette vérité, je pense donc je suis, est posée comme le premier principe de la philosophie cherchée par Descartes, c'est-à-dire le principe à partir duquel il y a trois, non pas deux, mais trois fonctions de ce principe. Premièrement,
on va établir à partir de là que l'esprit, celui qui médite va établir qu'il est lui un esprit, un entendement, une raison, en tout cas une substance dont toute la nature n'est que de penser, une chose qui pense, dont toute l'essence ou la nature ne consiste qu'à penser. Deuxièmement, un peu plus tard, il va se trouver fini dans ses facultés et va, par des voies qui sont un peu difficiles à résumer comme ça, devenir conscient du fait que, ayant une idée de Dieu, il doit tenir cette idée de Dieu lui-même, et il ne peut d'ailleurs lui-même, en tant qu'être fini, exister avec son idée de Dieu que comme créature de Dieu. Donc le cogito mène à une démonstration nouvelle de l'existence de Dieu. Troisièmement, le cogito fournit le type de toute perception, connaissance claire et distincte, c'est-à-dire délivre une sorte de critère de vérité. Il faut pouvoir obtenir à propos de tout autre contenu de pensée la même évidence qui règne dans le cogito. Si on est ainsi, c'est d'abord que je pense, je suis, j'existe, si je pense, est la première vérité à se présenter comme absolument irréductible, résistant absolument à tous les doutes possibles, tous ceux qui ont été activés dans les méditations par la première méditation. Une vérité absolument indubitable et infiniment plus solide et plus certaine que toutes celles que l'on possédait auparavant. La question de savoir si Descartes en est l'inventeur, la réponse est non, parce que, comme on lui en a fait la remarque, on trouve dans les traités de Saint-Augustin un privilège de cet ordre accordé à la conscience d'être, à la conscience de penser, y compris dans des conditions du doute ou d'erreur imaginée. Si je suis trompé, je suis. Si je me trompe, je suis. Si je doute, je suis. La chose figure littéralement dans, par exemple, le grand traité de la Cité de Dieu ou dans le traité de la Trinité, c'est-à-dire des textes qui remontent au début du 5e siècle. Alors on dit à Descartes, mais vous savez, Saint-Augustin avait déjà dit la même chose. Ah, dit Descartes, oui, je vais me renseigner. Et puis il revient pour dire, oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Saint-Augustin ne se sert pas de cette vérité comme moi pour établir ce que j'établis à partir de là. Bon, c'est une question qui a déjà prêté à de nombreuses études. Il faudrait ajouter que le privilège du je pense ou du je suis n'a pas été oublié après Augustin, comme vérité résistant à tous les doutes, donc aux attaques du scepticisme et donc donnant d'une certaine manière l'exemple d'un vrai savoir. Un certain nombre d'auteurs à partir du XIIIe siècle ont mis en relief la spécificité de cette vérité. On trouve même chez un auteur que seuls les érudits connaissent, mais qui a été un des correspondants de Descartes et un personnage influent à l'époque, Jean de Sillon, dans un traité de l'immortalité de l'âme publié en 1634, donc 3 ans avant l'issue de la méthode, on trouve des choses qui annoncent de manière assez troublante le programme cartésien. En même temps, c'est pas pareil. Il y a une spécificité cartésienne de la rigueur avec laquelle cette pensée est mise en scène et formulée.
et avec la rigueur avec laquelle les conséquences en sont tirées. Il y a donc un style cartésien sur une matière déjà un peu classique. Il y a un style cartésien qui est tout à fait spécial. Une question sur le cogito. Ce cogito qui signifie que nous sommes avant tout des purs esprits qui serions éloignés de toute corporéité. Il me semble qu'il y a plusieurs chapitres de votre livre qui en parlent. Oui, c'est une grande question aujourd'hui encore, s'agissant de l'interprétation de Descartes et de la signification accordée à son œuvre. Descartes a-t-il été un dualiste radical? A-t-il prétendu que notre esprit n'a pas besoin du corps auquel il est uni en cette vie pour penser? Alors, j'essaie de faire valoir, d'une part, il n'y a qu'une incertitude possible sur le fait que Descartes a considéré l'esprit comme une substance tout à fait différente du corps, le corps comme une substance tout à fait différente de l'esprit. Donc, ça veut dire que l'esprit est capable de quelque chose sans le corps, et le corps est capable de beaucoup de choses sans l'esprit. La preuve, c'est dans les animaux, qui ont des corps constitués éventuellement à peu près comme le nôtre, et qui, sans âme raisonnable ou esprit, accomplissent la totalité de leurs actions et réagissent comme on les voit réagir. Mais dans cette vie, outre que c'est très bien pour Descartes que l'esprit soit uni à un corps, il n'y a pas de formule cartésienne d'après lesquelles ce qu'on trouve par exemple chez Saint-Augustin et chez les penseurs de cette tradition, l'âme est en épreuve dans le corps en vue de la vie future. Non, on ne trouve pas ça chez Descartes, qui de toute façon ne se prononce pas sur de semblables questions. Mais cette vie, c'est une vie pleine, mais elle est très intéressante, et ce n'est pas un mal pour l'âme d'être occupée à quantité de choses qui concernent le corps, ou de devoir veiller aux intérêts du composé qu'elle forme avec lui. Mais, donc, outre cela, nous n'avons pas d'exemple chez Descartes d'un processus de pensée qui ne serait possible sans aucune contribution du corps, que ce soit du côté de la mémoire, de l'usage des signes, de l'usage de l'imagination, de l'usage des sens. Alors, dans certaines pensées, peut-être le corps n'intervient pas. Dans le cogito, le corps n'intervient pas, en principe. Quand nous pensons à l'infinité divine, notre corps n'a aucun rôle dans cette pensée, mais dans un tout processus de pensée un peu prolongé implique une relation au corps. Donc il y a une vérité qui ne me semble pas négligeable à rétablir sur ce point. Et vous parlez de Dieu, justement, on va essayer d'aborder la question très rapidement, parce que c'est encore une très vaste question. Il y a cette idée reçue qu'être cartésien, ça signifie être comme l'apôtre Thomas, et donc ne croire que ce qu'on voit. Et cette idée reçue, il semble que Descartes lui-même pourrait la combattre, parce que le cogito repose sur Dieu. Quel serait alors ce Dieu cartésien qui entend, veut et fait tout par une même et très simple action? Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question qui en enveloppe plusieurs. Simplement. Alors, est-ce que le cogito repose sur Dieu? Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par là. Le fait est que je ne pourrais pas penser d'un point de vue cartésien si Dieu ne m'avait pas donné ce avec quoi je pense.
c'est Dieu qui est le créateur de mon esprit, qui m'a donné les idées que je trouve en moi, et qui, par sa toute-puissance et sa bonté, et son immutabilité, qui est une chose importante, garantit que ce qui est vrai à un moment donné reste vrai à un autre moment, et donc garantit dans la permanence de la science. De ce point de vue-là, effectivement, mon existence comme chose pensante implique, d'une certaine manière, l'existence de Dieu, et d'ailleurs, dès les régulés, on trouve marqué la conséquence je pense donc Dieu est, l'implication. Est-ce que pour autant ça oriente la pensée cartésienne vers une prise en compte de ce qui ne se voit pas? Évidemment, Dieu ne se voit pas, mais nous avons une évidence, une intuition intellectuelle, c'est un terme que Descartes utilise, d'abord n'utilise jamais en français, ça ne fait pas partie du lexique français, disons, traduit par là, l'intuitus dérégulé, il y a bien une intuition intellectuelle de la nature divine, de l'infinité divine, et même si beaucoup de choses en Dieu nous sont cachées, notre dépendance à l'égard de Dieu, en tant que telle, ne nous est pas cachée du tout. Bon, qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? C'est un Dieu qui, effectivement, dont l'opération nous est absolument irreprésentable. De ce point de vue-là, il y a une nette différence entre le Dieu de Descartes et celui de Malebranche, celui de Spinoza, et celui de Leibniz, un peu plus tard dans le siècle, qui suivent le Dieu, c'est ce Dieu de Malebranche ou celui de Leibniz, est d'une certaine manière un Dieu qui raisonne, en tout cas se conforme à une certaine raison, un Dieu architecte chez Leibniz, et dont on peut se représenter dans une certaine mesure les choix, les opérations. Le Dieu de Descartes, non. Ça ne veut pas dire que ce soit le même que celui de Spinoza, puisque chez Spinoza tout est en Dieu, un Dieu qui est à la fois chose qui pense et chose étendue, et ça n'a pas de sens cartésien. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des rapprochements évidemment à faire entre Descartes et Spinoza. D'accord. Alors, on trouve chez Descartes ce que vous appelez une économie du doute. On peut supposer qu'il y a sans doute aussi, il y a a priori une économie du vrai, avec une typologie des idées, des jugements, qui sont liés à cette économie. Et dans cette économie, la clarté et la distinction sont primordiales. Dans l'économie du vrai. Dans l'économie du vrai, oui. Est-ce que vous pourriez, très rapidement, vous l'avez déjà évoqué un petit peu auparavant, me dire que sont cette clarté, cette distinction, parce que c'est pas si évident. Oui. Alors, ici encore, il y a plusieurs questions. Je crois que je parle d'une économie du doute, vous citez la page d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que je parle ici d'une économie du vrai. Alors, l'économie du doute, elle est liée à l'organisation, la planification, pourrait-on dire, de ce qu'on appelle le doute hyperbolique, particulièrement dans la première méditation, avec la suite des raisons de douter, chacune étant, chaque raison qui suit étant plus forte que celle qui précède. Il y a une gradation dans les raisons de douter, qui commence avec l'argument des sens trompeurs, qu'il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire non, les sens chez Descartes ne sont pas trompeurs. On ne peut pas dire ça. La sixième méditation, la dernière, à laquelle jusqu'où il faut souhaiter qu'on aille, rétablit la vérité à ce sujet.
Ça commence, donc le doute commence avec les sens trompeurs, et puis il s'élève à travers l'argument du rêve jusqu'à l'argument du Dieu trompeur. Peut-être que je dois tout mon être à un Dieu qui me trompe dans les moindres opérations. Et cet argument-là, avec un complément d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si ce Dieu tout-puissant n'existe pas, s'il y a un être moins puissant, si je dois mon être à quelque chose de moins puissant? Eh bien, dit Descartes, c'est pareil, je risque tout autant d'être défectueux. Donc ça fait cette gradation du doute savamment organisé, comme tout ce que fait Descartes, et avec néanmoins des objets de doute assez plus circonscrits qu'il ne semble. Par exemple, il est faux que le doute chez Descartes porte, outre qu'il ne porte pas sur les vérités de la foi, qui sont mises à part, il est faux qu'il porte sur les facultés en tant que telles. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une économie du doute. L'économie du vrai, je verrais bien un sens à cela. J'avais moi-même risqué à la fin d'une étude un peu longue sur le traité des passions, le concept d'espacement du vrai chez Descartes pour caractériser le rapport entre les vérités qui sont établies dans la métaphysique, notamment s'agissant de la distinction d'homme et de corps, et puis les vérités qui sont établies dans les textes de physique ou d'anthropologie, les textes sur l'homme. On a un rapport à faut peut-être pas dire système, enfin, sauf en un sens assez libre du mot. En tout cas, on a affaire à un complexe de vérités qui s'ordonnent les unes par rapport aux autres de manière relativement stricte. Et donc il y a une espèce d'économie en cela, à la fois parce que il y a beaucoup de choses qui sont laissées en dehors de ce complexe, de ce système, et aussi parce que l'esprit est convié à enregistrer ses vérités dans un certain ordre, avec certaines règles. Pour en venir à la clarté, à la distinction, il y a un point qui me paraît important à rétablir. Il n'y a pas à l'état naturel les idées claires et distinctes et les idées confuses. C'est-à-dire qu'une idée n'est jamais immédiatement claire et distincte. La clarté et la distinction sont le résultat d'un travail de l'esprit qui vérifie et s'accommode en quelque sorte à son objet, exactement comme comme le regard s'accommode à la perception d'un objet à distance variable. Et donc, une fois que l'esprit a conscience d'avoir vraiment pris possession de son objet intellectuel, la perception est dite claire et distincte. Mais c'est toujours le résultat d'un travail de l'esprit qui peut aussi s'exercer sur une matière obscure et confuse, et Descartes n'exclut pas, c'est explicite dans la première partie des principes de la philosophie, à la fin, que nous puissions acquérir des idées claires et distinctes de ce qui se présente d'abord comme confus. Parce que nous pouvons, à ce propos, arriver à distinguer ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, ce que nous percevons et ce que nous ne percevons pas. Et c'est l'essentiel du travail. À ce propos, justement, vous dites que c'est la page 99, je préfère l'indiquer pour nos auditeurs, que par l'entremise d'eux signifie
plutôt ici, sous la condition 2, C'est dans la discussion sur que veut dire que nous connaissons les choses par l'entremise des idées qui sont en nous. C'est ça. Oui. Et justement, alors, ça pose une vraie question, parce que c'est lié à cette question de la clarté de la distinction, a priori. Et en quel sens, est-ce que ce serait dans ce cas, alors on s'aventure sur quelque chose qui est peut-être un peu plus abstrait encore, si je puis dire. Vous dites que cela vous-même, c'est à partir de nos idées, pardon, et particulièrement de nos idées innées, que nous connaissons et percevons les choses de quelque genre qu'elles soient. Oui. Est-ce que dans ce sens-là, on ne serait pas proche de quelque chose qui serait comparable aux catégories d'entendement conscient, aux catégories transcendantales? Quelque chose qui informerait notre perception finalement? Oui. Vous avez raison de chercher une relation. Et le rapport entre Descartes et Kant a d'ailleurs été exploré à plusieurs reprises par des critiques interprètes éminents. Le premier en date étant le néo-kantien Paul Natorp en Allemagne dans les années 1880, et l'un des derniers, mon collègue et ami Jean-Luc Marion, dans l'un des derniers en date, dans une étude qui doit dater des années 90. Il y a effectivement l'idée que chez Descartes, il y a certaines structures mentales, intellectuelles, à partir desquelles nous appréhendons toute la réalité. Je dis à partir d'eux parce qu'il y a la grande question de savoir si ce à partir d'eux est un à travers. Est-ce que ce que nous avons sous les yeux de l'esprit quand nous pensons à quelque chose, c'est l'idée de cette chose? Est-ce que l'idée, c'est la question du voile des idées célèbre depuis, pas seulement depuis que Thomas Reid, le penseur écossais de la fin du XVIIIe siècle, a évoqué cette tradition d'un voile, ces théories qui supposent un voile des idées, mais la question se pose dès la première postérité de Descartes, avec la grande querelle entre Malebranche et Antoine Arnauld, l'homme de Port-Royal, le grand Arnauld, à propos de la nature des idées. Malebranche suppose que l'objet immédiat de notre esprit quand nous pensons à une chose, c'est l'idée de cette chose, et donc que nous n'avons directement rapport qu'à des choses purement intelligibles. Arnauld, au contraire, dit, mais non, quand nous percevons un corps, nous voyons ce corps lui-même, et l'idée n'est rien que notre perception. Il y a toute une chose passionnante que je ne fais que évoquer. Pour en venir à votre question sur le rapport avec Kant, oui, il y a bien quelque chose comme une constitution de la réalité perçue par l'esprit même ou à partir de ce qui est donné à l'esprit pour la connaître. Sauf que les premières notions cartésiennes, ce sont des espèces de concepts, ce sont des perceptions, enfin, des espèces de concepts ou des perceptions de choses. Il n'y a pas la dimension dynamique des catégories, la relation entre les catégories et le sens interne, la fonction de l'imagination transcendantale, ça n'a aucun support cartésien. Donc les choses sont pensées ici et là, posées de manière très différente, et puis vous avez ce qu'on appelle la garantie divine, c'est-à-dire que c'est le même Dieu qui a créé le monde et qui nous a donné de quoi le connaître. Et en réalité, on ne peut pas douter qu'il ait mis
dans notre esprit les mêmes lois qu'il a mises dans la nature. Donc il n'y a pas l'idée chez Descartes d'un en soi qui nous échapperait définitivement. Pour revenir un peu sur cette question, vous parlez donc de la connaissance par l'entremise, donc sous la condition de grâce aux idées. Dans quel sens s'inscrirait la clarté et la distinction par rapport à ces idées à partir desquelles on connaît? Vous parliez d'un processus mental auparavant. Oui. Finalement, la clarté et la distinction caractériseraient-elles une idée ou comment les idées à partir desquelles nous pouvons dire que nous connaissons les choses, ce sont nos idées, dit Descartes, innées. Et alors évidemment, si on pense par exemple aux objets mathématiques, il est bien dit dans la 5e méditation qu'ils sont tous leur vraie et immuable nature, et le Kyriogone, la figure à 1000 côtés, évoquée dans la 6e, a sa vraie et immuable nature, aussi bien que le triangle. Il a des propriétés qu'on peut dénombrer, et bon, c'est un peu bizarre de dire l'idée du Kyriogone est innée. C'est un peu bizarre aussi de dire l'idée du triangle est innée aussi, mais enfin en même temps, en un sens, elles le sont, c'est-à-dire ce sont des concepts qui ont leur consistance propre, que nous n'empruntons pas au sens, qui ne viennent pas des sens, que nous ne forgeons pas non plus à proprement parler. Il faut simplement admettre que chez Descartes, il y a quand même des significations plus fortes ou plus faibles de l'adjectif inné selon les contextes. En réalité, les idées les plus innées, si l'on peut dire, ce sont d'abord l'idée de Dieu, qui est l'idée de l'infini à partir de laquelle seul je peux appréhender des réalités finies. Le fini est une diminution de l'infini et pas l'infini une augmentation du fini. Il y a l'idée de Dieu, et puis il y a les idées des substances, des types de substances qui existent dans la nature. Donc il y a les idées des corps, comme substances étendues en longueur, largeur et profondeur, dotées de figures, de mouvements, divisibles en parties. Il y a l'idée des esprits comme capables d'entendement, de volonté, de divers modes de pensée. Et il y a les idées de ce qui est commun à ces substances, l'existence, l'unité, la durée. Donc ce sont, dit Descartes, les réserves faites de l'idée de Dieu. Ces idées-là, de ce qui appartient aux substances créées, par essence, sont nos notions primitives à partir desquelles nous composons, dont se compose, qui se retrouve dans toute notre connaissance des autres choses. Donc ces notions-là, il y en a pour lesquelles il n'y a pas de difficulté particulière, sauf si nous entreprenons de les définir, parce que si nous entreprenons de les définir, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'existence? Est-ce qu'on doit vraiment définir l'existence? Est-ce qu'on doit définir? Alors, pour le mouvement, Descartes a un peu changé d'avis, mais pour l'existence, pour l'unité, pour la durée, qu'est-ce qu'on va trouver comme définition? C'est purement intuitif plutôt. Ce sont des notions purement intuitives. Mais s'agissant des notions des substances, c'est-à-dire en réalité les notions des propriétés fondamentales des esprits et les notions des propriétés fondamentales des corps, il est absolument essentiel de les distinguer.
Donc, on peut atteindre une parfaite clarté et distinction à cet égard, mais l'état naturel de notre esprit, dans l'état ordinaire de nos esprits, il y a beaucoup de flou. Et nous prêtons au corps les propriétés des esprits et aux esprits les propriétés des corps. Et donc tout l'effort cartésien, particulièrement dans les méditations, consiste à montrer comment il faut distinguer à partir de quoi donc nous atteignons un régime de clarté et de distinction, particulièrement à propos de la connaissance des corps, des modifications des corps, comme relevant d'une espèce de géométrie. Très bien. On va passer à une dernière question, sur Descartes. Y a-t-il, et dans ce cas-là, quelle morale trouve-t-on chez Descartes? Se rapporte-t-elle directement à la méthode cartésienne? Est-elle le déroulement? Vous savez que dans le discours de la méthode, délivre une morale par provision, dite par provision, dans la troisième partie, que Descartes présente comme tirée de sa méthode, conçue dans le fil de sa réflexion sur la méthode et tirée de sa méthode. Ça n'est pas très facile de voir en quoi cette morale par provision est méthodique. C'est un concept de la morale de toute façon un peu limité, parce que c'est une morale qui ne traite ni du souverain bien, enfin de ce qu'on doit chercher en général, ni des vertus, ni des passions. Elle se limite à dire quelles règles on doit adopter pour vivre commodément en cette vie, c'est-à-dire pour être le plus libre possible de poursuivre la recherche de la vérité que Descartes dit avoir élu comme son but même. En dehors de... Mais là aussi, on peut montrer que la réflexion est quand même menée avec une certaine continuité et peut donner raison de la division des préceptes de la morale par provision. Après, vous avez des textes relativement dispersés, mais enfin pas si dispersés que ça, j'exagère, parce que vous avez le grand groupe des lettres sur la morale à la princesse Élisabeth, à Pierre Chamu, à la reine Christine de Suède, donc des années 1645-1647. Et puis vous avez le traité des passions de l'âme, publié en 1649, mais dont la première version avait été rédigée et adressée à la princesse Élisabeth comme une espèce d'offrande pendant l'hiver 1646. Et puis vous avez d'autres choses, d'autres textes, notamment la lettre à Voët, théologien calviniste d'Utrecht, 1643, qui avait entrepris une sorte de persécution contre Descartes et ses disciples. Et cette lettre à Voët, qui n'est accessible actuellement qu'en ligne dans la traduction de Victor Cousin de 1824, est un grand texte qui reste à redécouvrir, qui commence à être un peu exploré comme il doit, mais il y a encore beaucoup de choses à chercher dedans. Donc, ces textes et d'autres encore fournissent les éléments de la morale cartésienne, mais Descartes s'est toujours défendu de vouloir donner un traité de morale, considérant qu'il y avait plus de coûts à prendre que de bénéfices à attendre de la chose, qu'il n'avait pas à se poser en donneur de leçons. C'est déjà sensible à travers beaucoup de précautions au début de l'histoire de la méthode, et que de toute manière, la morale est une matière dans laquelle le degré de renouvellement intellectuel, philosophique à produire est moindre que dans d'autres parties de la philosophie. Il y a une base traditionnelle de la morale,
Et même dans le traité des passions, Descartes dit bien, on a raison dans l'école, dans la philosophie de l'école, de dire que les vertus sont des habitudes, donc il y a une relation. Néanmoins, il est clair que Descartes a poursuivi sa réflexion en matière morale, qu'il l'a approfondie, qu'il dit même à Pierre Chanu, donc son ami qui est ambassadeur à Stockholm, la notion de la physique que j'ai tâché d'acquérir m'a grandement servi pour trouver des fondements certains dans la morale. Alors là, c'est un peu la même chose que pour la méthode, c'est-à-dire où trouver un exposé de la morale cartésienne. Comme Descartes n'a pas voulu faire de traité, c'est difficile de répondre, mais enfin, vous avez quand même beaucoup de substance dans la correspondance et particulièrement la troisième partie des Passions de l'âme, qui délivre une espèce de doctrine qui dit, alors là encore on peut faire la relation avec Kant, avec les fondements de la métaphysique des mœurs, qui dit notamment ce qui, dans cette vie, possède une valeur absolue. Ce à quoi nous devons nous attacher par-dessus tout. Et la réponse est le bon usage du libre arbitre. C'est à cela que nous devons nous attacher en nous-mêmes, c'est ce que nous devons estimer en autrui. Et si nous devons nous y attacher en nous-mêmes, c'est évidemment pas pour une jouissance, en tirer une jouissance égoïste, parce que le bon usage du libre arbitre et la relation est trop peu souvent marquée. Le bon usage du libre arbitre coïncide avec l'activité qui consiste, comme dit le discours de la méthode, 6e partie, à procurer autant qu'il est en nous, autant qu'il nous est possible, une expression qui se retrouvera chez Spinoza, le bien général de tous les hommes, c'est-à-dire à faire le maximum de bien aux autres hommes, à la société dans laquelle nous sommes, et qui n'est pas limité, ce n'est pas une société partielle, il n'y a pas de particularisme ni de nationalisme cartésien, il y a plutôt un cosmopolitisme de bonne loi, c'est la société universelle du genre humain. Donc ça s'inscrit dans la tradition stoïcienne où la grande règle, chez Cicéron par exemple, est de faire ce qui renforce la société, perfectionne la société universelle du genre humain. Ce qui est mauvais, moralement, c'est ce qui détruit cette société. La réflexion de Kant est elle-même largement tributaire de tout ça. Donc il y a un noyau, simplement il y a un noyau de la morale cartésienne comme il y a un noyau de la méthode, il y a un noyau de la morale qui s'attache à cette définition-là, qui correspond dans le traité des passions de l'âme à la définition de la vraie générosité, qui est la clé de toutes les autres vertus. Est attaché à cela tout un examen de ce que Descartes, après d'autres d'ailleurs dans l'époque, appelle l'usage des passions, des émotions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un bon amour, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais amour, est-ce que la haine peut être bonne, est-ce que la colère peut être bonne, quelle colère est honnête, quelle jalousie est honnête, est-ce qu'on peut, etc. Et donc pour le coup, il y a une économie des passions qui est caractéristique de la pensée cartésienne. Si vous lisez les parties centrales de l'éthique de Spinoza, vous retrouverez sensiblement, enfin avec des différences significatives, mais quand même un peu le même procédé. D'accord, très bien. Pour conclure notre entretien, je voudrais revenir un peu sur votre livre, notamment à propos d'une phrase qu'on trouve à la page 32. Ni excès de confiance, ni excès de défiance, la vérité philosophique est dans l'entre-deux. Et on en trouve une sorte d'ersatz, page 224, à propos de la raison. L'équilibre dont elle est le nom n'a pas cessé d'être désirable. Ces deux phrases ne viennent-elles pas caractériser et le projet cartésien et votre projet dans le livre, lorsque vous venez contrebalancer la vérité générale pour y remettre justement un peu de ce balancement
dans un sens inverse, pour nuancer un petit peu un propos. Et ce juste balancement, est-ce cela pour vous que la philosophie en elle-même? Et dans ce cas-là, Descartes serait presque un philosophe modèle. J'incline assez à aller dans votre sens. Effectivement, il y a un balancement qui est caractéristique de la manière cartésienne de penser, une manière de se situer toujours un peu sur la crête entre des options intellectuelles, théoriques opposées, mais insatisfaisantes l'une comme l'autre. Et personnellement, j'ai quelque chose assez profondément en philosophie contre l'usage imprudent du tiers exclu. La manière de dire c'est ou A ou non A, ou A ou B. J'ai toujours envie de chercher quelque chose d'autre dans ces cas-là. Est-ce que ce ne serait pas ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, sur un certain mode? Et je pense qu'il y a un peu d'héritage cartésien dans cette attitude. Et donc, effectivement, à la fois, pour ma part, je suis attaché à chercher la voie entre des interprétations opposées, l'équilibre qui constituera une synthèse, pas artificielle ou verbale, mais synthèse de la complexité des données relatives à telle situation intellectuelle. Et je dirais bien que oui, on a besoin de ça dans tous les domaines. Vous savez peut-être que j'ai un peu travaillé sur les questions d'éducation qui me requièrent beaucoup, que je me penche un peu sur ce qui se fait, sur ce qui s'écrit s'agissant de ce qu'on appelle le système éducatif, particulièrement en France aujourd'hui. Et c'est pareil, c'est-à-dire on tombe sur des discours rivaux, concurrents, opposés, là où il faudrait peut-être chercher la voie médiane, pas un compromis, mais en considération de la complexité des données effectives, une position intellectuelle qui s'abstienne de caricaturer, et qui soit en même temps efficiente, parce que l'équilibre ne veut pas dire rester en suspens et ne rien faire. Il ne s'agit pas de suspendre, il ne s'agit pas ici du tout de suspendre son jugement. Donc je pense que, notamment pour tout ce qui est préconisation, je ne parle même pas de prescription, mais de préconisation, de discours sur la norme, on doit chercher cette mesure qui est d'une certaine manière inscrite dans la phrase même de Descartes. Et pour ça, effectivement, Descartes me semble un penseur, un bon support, une bonne inspiration. On pourrait en dire autant de Leibniz, par exemple, qui est aussi un maître de la formalisation des questions, de la conciliation des tendances éventuellement divergentes, et sur une base toujours très souveraine. Je ne sais pas si on peut s'exprimer comme ça, mais disons que là, il y a une maîtrise qui est tout à fait effective, un génie dans l'analyse. Mais Leibniz, c'est tout en profusion. Et donc, d'une certaine manière, il reste un peu moins bon, avec l'hommage qu'appelle l'immense génie,
reste un peu moins bon guide que Descartes qui s'entend à bien rassembler les choses. Je ne dis pas que tout Leibniz soit profus, c'est pas ça. Il y a des textes de Leibniz qui sont étincelants de concision, mais l'œuvre elle-même est proliférante. C'est une chose que Descartes a évité. Donc il a gardé la mesure dans ce qu'il pouvait écrire, et il y a une sorte de dimension comme ça, rectrice, qui est plus immédiatement saisissable chez Descartes. Mais cela dit, il faut évoquer d'autres signements de génie, et quand vous travaillez en philosophie sur l'âge classique, vous avez affaire à cette vague d'émerveillement quand même. Sinon ça ne vaudrait pas la peine. Et justement, par rapport à cette question, l'importance de Descartes aujourd'hui, à la fin de votre livre, il y a une petite partie qui s'appelle Brève apologie en forme d'entretien, où vous insistez sur la mort de la raison. La mort, non. Ou peut-être que je crois pas. Sur le déclin, peut-être, oui, le terme exact à dire. Aujourd'hui, voilà, plus personne aujourd'hui ne croit à la raison. Oui. On s'en moque, on la hait, on en doute, ou bien on en désespère. Il faut un Descartes pour nous aider à lui restituer un visage. Oui. Et c'est quand même très, très fort, je trouve, comme formulation. Alors pourquoi lire Descartes dans rapport à cette question de la raison, pourquoi aussi la raison est-elle en déclin? Pourquoi est-ce qu'on ne veut plus en entendre parler? Ça c'est un chapitre, il nous faudrait 2 heures d'entretien là-dessus. Écoutez, c'est une très longue affaire où se mêlent des aspirations spirituelles qui étaient déjà sensibles dans Descartes. Pensez à Pascal contre Descartes. Donc la constitution d'une image quand même un peu négative du cartésianisme, de la raison cartésienne, quoi, qui est un rationalisme de Pascal, et que Pascal ne soit pas un irrationaliste. Non, mais bon, quand même son objet principal, ce sont des mystères. Et vous avez ça, vous avez le processus tocquevillien de l'avènement du règne de l'opinion. Vous avez les catastrophes du XXe siècle, imputées à tort ou à raison à la rationalité technique, plutôt à tort ou à raison, à une volonté d'emprise, de planification, etc. Au point même qu'on est allé jusqu'à imaginer une rationalité tyrannique derrière le nazisme, ou derrière le communisme, ce qui quand même mérite que des doctrines aient joué leur rôle de justification, oui, mais ce n'est pas la raison elle-même. Enfin, vous avez toute cette stratification la confusion entre les divers régimes de rationalité qui intervient ici pour composer un paysage qui est aujourd'hui quand même assez inquiétant. Et si Descartes est utile, parmi d'autres, parce que c'est parmi les autres grands, particulièrement les philosophes de l'âge classique, l'utilité de Montaigne, l'utilité de Nietzsche, l'utilité de Kant, bien entendu. Et si Descartes est utile, c'est en ce qu'il montre, ou presque utile, c'est en ce qu'il montre qu'on peut à la fois
cultiver un esprit d'examen qui pourrait être un esprit sceptique, et puis quand même, là on cesse d'être sceptique, juger, arriver à un jugement. C'est un jugement équilibré sur des matières éventuellement très difficiles. Si vous voulez, pour ma part, bien qu'il n'y ait pratiquement aucune référence à Descartes dans les choses que j'ai écrites sur l'éducation, j'ai l'habitude de présenter ce que j'ai écrit sur l'éducation comme des essais de cartésianisme appliqué, parce qu'on saisit une question sur l'autorité à l'école, la culture scolaire, qu'est-ce que c'est qu'une école juste, et puis il me semble qu'à force de réflexion, on peut arriver à déterminer quelque chose qui reste ouvert en même temps. Mais c'est vrai que c'est un genre d'exercice qui n'est pas... Aujourd'hui, on est de plus en plus, malheureusement, où disons qu'on n'est pas sorti, on s'enfonce plutôt dans une sorte de champ de bataille, où on s'envoie des arguments de figure. Au moins vous avez affaire à un certain nombre de gens un peu déchaînés qui se moquent absolument de la précaution et de la rigueur du raisonnement. C'est un vrai souci. Alors, toute dernière question, vous nous parlez de vos travaux sur l'enseignement. Si vous deviez parler à des jeunes, en 2015, des jeunes de 18 ans environ, comment leur conseilleriez-vous de lire Descartes? Avec quelle idée en tête? Par quoi commencer peut-être aussi? Plusieurs entrées, hein, mais je ne conseillerais pas qu'on entre directement dans les méditations métaphysiques, par exemple. Ça suppose une préparation, c'est ce que Descartes a toujours soutenu. Et tant qu'à faire, les réflexions sur la morale, correspondance avec Elisabeth, Passion de l'âme, sont une bonne introduction, une bonne voie d'accès. Il y a d'autres textes classiques comme la lettre préface des principes de la philosophie ou le dialogue inachevé, la recherche de la vérité qui peuvent aussi servir. D'une manière générale, par exemple les lettres dont on peut se féliciter qu'elles soient à nouveau disponibles intégralement en édition courante, dans l'édition des œuvres complètes dont je m'occupe quelque peu. Donc cela par les soins de Jean-Robert Mogat. Les lettres sont une bonne entrée. Il faut casser l'image il faut laisser de côté l'image de Descartes, penseur hautain, et le resituer dans son siècle avec les relations qui étaient les siennes, et aussi son art de formuler les choses. Certaines lettres sont des chefs-d'œuvre littéraires conçus comme tels, grâce à sa grande culture stylistique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Louis Combeferre, de nous avoir reçus, et à bientôt pour un nouvel entretien.